Ici le conteur, ce soir, je t'emmène là où le ciel touche la terre, là où le vent souffle plus fort que les pensées, où la neige ne connaît pas l'été, et où chaque pas est une promesse faite au silence. Là-haut, au cœur des nuages, l'Everest trône, immense, impassible, glacé. Mais un jour, des hommes ont décidé de lui parler, pas pour le vaincre, non, juste pour le comprendre, pour le saluer du regard, au plus près, pour poser un pied là où personne n'en avait encore posé. Cette histoire est celle d'un Néo-Zélandais calme et déterminé, d'un Sherpa né dans l'ombre des géants himalayens, d'une marche lente vers l'impossible. C'est l'histoire de la plus haute montagne du monde et de deux hommes portés par la volonté de la gravir ensemble. Laisse-toi guider, laisse les pensées s'éloigner doucement, respire, ferme les yeux si tu veux, tu n'as plus rien à faire. L'histoire commence. Tout commence par des paysages qui n'ont rien en commun. D'un côté, la Nouvelle-Zélande aux collines roulantes, aux cieux ouverts, aux sentiers de forêts humides et aux pics modestes mais farouches. De l'autre, les pentes austères de l'Himalaya, territoire des vents tranchants, des falaises brutes, des neiges éternelles et du silence millénaire. Pourtant, dans ces deux mondes, deux garçons aux yeux brillants regardent déjà vers le haut. Ils ignorent que leurs pas convergeront un jour au sommet du monde, mais déjà quelque chose les pousse à grimper. Edmund Hillary naît à Tuakau, petit village du nord de la Nouvelle-Zélande. Il est maigre, timide, et plus attiré par les livres que par les sports d'équipe. À l'école, il n'est pas remarquable, mais dans son esprit, il y a des montagnes. Très tôt, son père l'emmène en randonnée dans les Alpes néo-zélandaises. Il découvre alors cette fatigue noble que seuls connaissent les marcheurs de haut, la sueur, le vent, les doigts engourdis par le froid, les chaussures qui s'enfoncent dans la neige. Tout cela l'éveille, le construit, le prépare. Il sent que là-haut, il devient lui-même. C'est une révélation discrète mais puissante. Pendant ce temps, au cœur du Népal, dans une région inaccessible, un autre enfant voit le jour. Son nom est Tenzing Norgay. Il naît à plus de 3000 mètres d'altitude, dans le village de Tam, là où les montagnes ne sont pas seulement des lieux, mais des esprits. Pour lui, les cimes ont des noms anciens, des chants dédiés, des interdits sacrés. Il grandit entre les prières, les murmures du vent, le tintement des clochettes de Yaks, le goût du tsampa et les récits que les anciens transmettent à voix basse autour du feu. Là-haut, la vie est dure, l'air est rare, le froid est constant, et l'avenir est souvent dicté par la nécessité. Mais Tenzing, malgré tout, rit. Il court, il grimpe, il apprend vite. Très vite, il sent que quelque chose l'attend au-delà des vallées connues. Hillary, adolescent, continue à explorer les Alpes néo-zélandaises. Il tombe amoureux de la sensation d'altitude, du vide sous les pieds, du monde qui s'éloigne à mesure que l'on monte. Il s'équipe comme il peut, avec des outils rudimentaires, des sacs usés, des vêtements mal adaptés, mais il monte, encore et encore. À 18 ans, il fait sa première vraie ascension. Il grimpe lentement, prudemment, mais il ne renonce jamais. Chaque sommet devient une école, chaque erreur un enseignement. Il devient apiculteur pour gagner sa vie, métier qui lui laisse les mois d'hiver libres pour les montagnes. Il développe une endurance rare, une patience naturelle, un goût du silence. Il ne cherche pas la gloire, seulement la verticalité. Pendant ce temps, Tenzing quitte son village pour devenir porteur sur les chemins commerciaux entre le Népal et l'Inde. Il transporte du sel, du riz, du thé dans des paniers plus lourds que lui. Il marche pendant des jours, dort à la belle étoile
affronte les neiges et les pluies. Son dos se forge, ses jambes se musclent, son regard devient celui d'un homme qui lit les pierres. Très vite, il rejoint les caravanes de porteurs qui accompagnent les expéditions étrangères. Il découvre d'autres langues, d'autres façons de voir la montagne, mais il garde toujours la sienne. Pour lui, les cimes sont vivantes. Il les salue du regard. Il marche lentement, sans forcer, comme en accord avec le sol. Son sourire est constant. Il est de ceux qui chantent en gravissant des pentes à 30 degrés. Hilary continue de gravir les montagnes du sud. Il se fait remarquer dans les cercles d'alpinistes néo-zélandais. Il est calme, méticuleux, endurant. Il n'a pas le charisme des chefs d'expédition, mais il inspire confiance. Son pas est régulier, sa concentration sans faille. Il aime le danger, mais avec retenue. Il respecte la montagne. Chaque sommet lui apprend quelque chose. Pendant ce temps, Tenzing gravit les échelons, au sens propre comme au figuré. Il devient sirdar, c'est-à-dire chef des porteurs, puis guide. Il participe à plusieurs tentatives sur des sommets de plus de 7000 mètres. Il frôle la mort, frôle les nuages, frôle aussi la reconnaissance. Son nom circule. Il parle un peu anglais, apprend vite et surtout, il est aimé de tous. Dans l'effort, il garde le sourire. Dans la difficulté, il encourage les autres. Il est l'âme des expéditions. Les années passent. Les montagnards du monde entier commencent à rêver de l'Everest, sommet ultime, encore invaincu. Plusieurs expéditions échouent, certaines à cause du froid, d'autres à cause des tempêtes, d'autres encore à cause de l'altitude qui vole le souffle, trouble l'esprit, ralentit le cœur. L'Everest devient une légende, et l'Angleterre veut en être la première conquérante. Après la Seconde Guerre mondiale, le besoin de grandeur renaît. Une expédition britannique est lancée pour l'année 1953. Elle sera dirigée par John Hunt, militaire expérimenté, stratège rigoureux. Il sélectionne ses hommes avec soin. Edmund Hillary est repéré pour son endurance, sa modestie, sa ténacité. Il est invité à rejoindre le groupe. Tenzing, de son côté, est déjà sur place. Il est l'un des guides les plus expérimentés de la région. Hunt l'intègre naturellement à l'équipe. Hillary et Tenzing se rencontrent pour la première fois dans la vallée du Khumbu, au pied des géants. Ils ne parlent pas la même langue, mais quelque chose passe dans le regard, une confiance, une reconnaissance. Ils se saluent, s'observent, puis marchent côte à côte. Ils partagent le même rythme, celui de ceux qui ne cherchent pas à aller vite, mais à aller loin. L'expédition se met en marche. Elle est massive. Des dizaines de porteurs, des caisses de matériel, des tentes, des vivres pour des semaines. C'est une armée de silence et d'effort. Ils avancent lentement, grimpent vers les camps d'altitude, s'acclimatent. La montagne les teste. Elle envoie ses rafales, ses neiges, ses pièges. Mais l'équipe tient bon. Hillary et Tenzing montent ensemble plusieurs fois. Ils apprennent à se connaître, à se comprendre sans parler. Hillary découvre chez Tenzing une force tranquille, une sagesse née de la montagne elle-même. Tenzing voit en Hillary un homme simple, droit, sans orgueil, sans peur inutile. Leur lien se tisse, un lien fait de sueur, de regards, de gestes, pas de grandes phrases, juste une solidarité silencieuse. Les camps s'élèvent un à un, le camp de base, puis le camp 1, le camp 2. Chaque étape coûte de l'énergie. L'oxygène se fait rare, le sommeil devient difficile, les visages se creusent, mais la volonté reste intacte. Puis vient le moment du choix. Le sommet n'est accessible qu'à deux. Il faut désigner la dernière cordée. John Hunt choisit Hillary et Tenzing, non pas parce qu'ils sont les plus forts,
mais parce qu'ils sont prêts, parce qu'ils se font confiance, parce qu'ils ont prouvé qu'ils pouvaient marcher ensemble jusqu'au bout. Le jour approche, les deux hommes préparent leur matériel. Ils dorment peu, le vent souffle autour de leur tente. Ils savent que le moment est venu. Ils savent aussi qu'ils risquent de ne jamais revenir. Mais ils sont calmes, pas d'excitation, pas de drame, juste cette concentration propre aux montagnards, ce respect du sommet, ce dialogue intérieur entre peur et désir. Le matin du 29 mai 1953, ils quittent leur camp, très tôt. Le froid est mordant. L'air est si mince qu'un pas demande l'effort d'un sprint. Le monde autour d'eux est blanc, silencieux, irréel. Chaque pas est une victoire, chaque respiration un défi. Ils grimpent en silence, se relaient pour ouvrir la voie. Les heures passent. Le ciel se teinte d'or. Le sommet est là, quelque part, au-dessus. Et ils marchent encore, ensemble. C'est dans le silence gelé d'une nuit de haute montagne que commence cette journée hors du commun. À près de 8500 mètres d'altitude, l'air est aussi mince que du papier. Chaque inspiration brûle les poumons. Chaque mouvement semble se faire dans une autre dimension. Le ciel, encore noir, palpite d'étoiles plus froides que jamais. Edmund Hillary et Tenzing Norgay s'éveillent dans leur petite tente plantée sur une langue de neige battue par le vent. Il est à peine 4 heures du matin. Ils s'éveillent, ou plutôt, ils émergent de cette demi-conscience qu'on appelle sommeil à cette altitude. Un entre-deux brumeux où le corps survit sans jamais vraiment se reposer. La veille, ils ont passé des heures à se préparer, remplir les bouteilles d'oxygène, réajuster les crampons, vérifier les cordes, les mousquetons, les piolets, chauffer de la neige pour en faire de l'osso. Leurs gestes étaient lents, méthodiques. Chaque action coûtait un peu d'énergie, et ici, chaque réserve compte. Le vent, cette nuit-là, n'a jamais cessé. Il a giflé la toile de leur tente, sifflé à travers les interstices, gémi comme une voix venue d'ailleurs. Ils n'ont presque rien dit, pas besoin de mots. Tout est dans les gestes, dans les regards, dans cette acceptation silencieuse qu'au matin, ils marcheraient vers un lieu où aucun être humain n'a jamais posé le pied. Au petit matin, ils s'habillent lentement, superposant les couches de vêtements, enfilant les épais gants, les lourdes bottes doublées. Ils mangent un peu, du thé, du porridge, rien de consistant, mais il faut tenir. Le froid est mordant. Le thermomètre, s'ils en avaient encore un fiable, indiquerait moins de 30 degrés. Ils enfilent leur masque à oxygène. L'air compressé siffle à chaque respiration. C'est artificiel, mais vital. Sans ça, ils n'arriveraient pas plus haut. Ils sortent de la tente. Le vent les accueille d'un rugissement sec. Devant eux, la pente s'élève, pas très raide, mais infinie. Une arête, couverte de glace, de roches noires, de corniches sculptées par les tempêtes. Le sommet est encore invisible, caché derrière un monde de blancheur. Il est 5 heures du matin quand ils font le premier pas. Un pas qui ne ressemble à rien vu d'en bas. Mais c'est un pas dans une zone qu'on appelle la zone de la mort, là où le corps commence à se décomposer lentement, faute d'oxygène. Là où la pensée devient floue, la volonté instable. Pourtant, ils avancent, lentement, très lentement. Un pas, une pause, une respiration, un autre pas. Leur souffle est audible, saccadé, amplifié par les masques. Hillary ouvre la marche. Tenzing le suit de près. La neige est dure, les crampons crissent. Parfois, ils s'enfoncent dans une congère. Parfois, ils doivent tailler des marches dans la glace avec leurs piolets. Le ciel commence à pâlir, un bleu gris, puis un orange pâle, timide. Le soleil, là-bas, derrière les sommets, hésite encore à se montrer. À chaque mètre gagné,
Le monde derrière eux s'ouvre un peu plus. Les vallées s'éloignent. Le camp 4, minuscule, semble déjà faire partie d'un autre monde. À 6 heures du matin, ils atteignent une arête étroite, un faux plat. Ils s'accordent une pause. Ils boivent une gorgée d'eau tiède. Leurs visages sont givrés, leurs cils couverts de cristaux. Ils ne parlent pas, juste un regard, une main sur l'épaule, un signe pour continuer. Ils savent que le temps joue contre eux. La température pourrait chuter, le vent se lever davantage, le ciel se charger. Il faut grimper tant que les éléments le permettent. Ils reprennent la marche. À mesure qu'ils montent, chaque pas devient une épreuve. Ils doivent s'arrêter tous les 10 ou 15 pas pour reprendre leur souffle. Le masque souffle, le cœur tambourine, le cerveau proteste. Mais ils avancent. Il est 7 heures du matin lorsqu'ils aperçoivent ce que les alpinistes redoutent tous. Une paroi rocheuse abrupte, haute d'environ 12 mètres. Plus tard, elle portera le nom de steppe de Hélari. Ce ressaut semble infranchissable. Il bloque la progression comme un mur jeté par les dieux pour empêcher le passage. Hélari l'observe longuement. Il évalue les prises, les failles, la stabilité de la glace. Il pose son piolet, s'approche. Tenzing l'encorde, serre les sangles, se tient prêt. Hélari commence à grimper, centimètre par centimètre. Ses mains cherchent les anfractuosités dans la roche. Ses crampons cherchent l'adhérence. Il taille, il pousse, il glisse. Le vide est sous lui. Le vent redouble. Tenzing le regarde sans un mot. Il connaît ce silence, ce poids invisible du vide. Après plusieurs minutes de lutte, Hélari parvient à se hisser au-dessus du ressaut. Il pousse un cri étouffé par le masque. Il est passé. Il fixe une corde. Tenzing grimpe à son tour. Ensemble, ils franchissent ce mur. Et au-delà, un nouveau monde, un plateau neigeux, légèrement incliné. Et au bout, un point brillant, le sommet. Il est là, plus rien entre eux et le toit du monde, juste quelques centaines de mètres. Mais à cette altitude, c'est une éternité. Il est 8h30. Le soleil perce enfin. Une lumière d'or baigne les cimes. Le ciel est d'un bleu irréel, plus sombre, plus profond que tous les bleus qu'ils ont connus. Ils avancent, toujours. Un pas, une respiration, un pas, un arrêt. Tenzing derrière, sans ses jambes fléchir. Hélari a les lèvres craquelées. Le vent souffle mais moins fort, comme si la montagne retenait son souffle elle aussi. À 9 heures du matin, ils s'arrêtent. Devant eux, plus rien ne monte, plus rien à gravir. Ils sont au sommet, le vrai, le point le plus haut du monde. 8848 mètres. Ils se regardent, un mélange de stupeur, d'émotion, d'humilité. Pas de cris, pas de célébration tapageuse, seulement ce silence immense. Hélari sort un petit drapeau. Tenzing, lui, dépose des sucreries en offrande à la montagne. Ils se tiennent là, ensemble, 2 hommes que tout séparait, 2 hommes réunis par la montagne. Le sommet de l'Everest n'est pas large, juste quelques mètres carrés, une corniche de neige balayée par le vent. Autour d'eux, le vide, et en bas, le monde entier. Il reste à peine 15 minutes, le froid les pousse à redescendre. Mais pendant ce court moment, ils sont seuls dans le ciel. Ils sont là où personne n'est jamais allé, et peut-être là où personne ne retournera de la même manière. Car il n'y a qu'un premier sommet. Après, ce ne sera jamais pareil. À 9h15, ils entament la descente, lentement, prudemment.
le vent reprend de la force. La fatigue les écrase, mais ils sont vivants, ils redescendent, ils reviennent vers les hommes, vers l'histoire, vers la mémoire du monde. Ils redescendent, ils quittent le sommet comme on quitte un rêve qu'on a osé toucher du doigt. Leur souffle est court, haché, filtré par les masques à oxygène encore accrochés à leur visage. Leur corps tremble de fatigue, mais quelque chose d'étrange les porte. L'adrénaline peut-être, ou bien cette joie muette, immense, impossible à traduire en mots. Ils sont deux à avoir vu ce que nul autre n'avait encore vu, deux à avoir marché jusqu'au bord du monde. Maintenant, ils doivent revenir. Descendre est une autre forme d'épreuve. Le danger est partout. Chaque pas peut être le dernier. La neige s'est alourdie sous le soleil. Les crampons ne mordent plus aussi nettement. Le vent s'est levé, plus imprévisible, plus tranchant. Et pourtant, ils avancent, doucement, prudemment. Hilary ouvre la marche. Il reconnaît les marques laissées à l'allée. Il vérifie chaque prise. Tenzing le suit de près, les yeux fixés sur la corde, sur les traces, sur les signes. Il ne parle presque pas. Quelques mots, parfois, pour désigner un passage, un danger, une pause. Mais la plupart du temps, ce sont leurs corps qui communiquent. Ils se comprennent sans s'expliquer. C'est une langue que seuls les montagnards parlent, celle des gestes, du souffle, du regard. Lorsqu'ils atteignent le fameux ressaut, cette paroi abrupte qu'ils avaient franchie à la montée, Hilary s'arrête. Il sait que le redescendre sera délicat. Il fixe une corde, ajuste ses appuis, se retourne lentement. Il descend centimètre par centimètre, le cœur battant, les muscles tendus. Tenzing, plus léger, suit avec souplesse. Une fois en bas, ils s'accordent une pause. L'altitude continue de leur voler leur force, mais ils savent que chaque mètre de descente est une victoire. À leur retour à la tente, installés au dernier camp, ils s'effondrent. Ils retirent leurs masques, leurs gants, leurs couches épaisses. Leurs visages sont rouges, brûlés par le froid et le soleil. Leurs lèvres sont gercées, leurs mains enflées, mais leurs yeux brillent, ils se regardent, esquissent un sourire. Pas un mot, rien d'héroïque, juste cette présence silencieuse immense. Ils ont survécu, ils ont réussi. Le lendemain, ils entament la redescente vers les camps inférieurs. Les membres de l'expédition les accueillent avec étonnement, joie, prudence aussi. Car en montagne, tant que tous ne sont pas rentrés, l'exploit n'est pas complet. John Hunt, le chef de l'expédition, les prend dans ses bras. Il les félicite sobrement. Hilary, comme toujours, reste modeste. Il dit simplement « Nous avons vu le sommet ». Tenzing, de son côté, sourit. Il est heureux, mais sa joie est intérieure. Pour lui, c'est la montagne qui a accepté leur passage. Ce n'est pas une conquête, c'est une rencontre. Le camp de base, quelques jours plus tard, résonne de rires, de pas, de voix. Les porteurs dansent, les guides chantent. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Des hommes ont atteint le sommet, des vivants. Pas des rumeurs, pas des disparus, des vivants qui redescendent avec des mots, des souvenirs, des preuves. Un télégramme est envoyé, puis un autre. La nouvelle traverse les vallées, passe par Katmandou, atteint Delhi, puis Londres. Le monde découvre l'exploit au moment même où l'Angleterre célèbre le couronnement de la reine Élisabeth II, un symbole parfait, un récit taillé pour l'histoire, le plus haut sommet du monde atteint, au même moment qu'un trône. La presse s'en empare, les photos circulent, les noms d'Edmund Hillary et de Tenzing Norgay apparaissent sur toutes les lèvres. Mais eux, loin du tumulte, continuent leur descente. Ils passent par des villages,
reçoivent des guirlandes de fleurs, des sourires, des chants. Tenzing surtout est acclamé comme un héros national. Chez lui, il devient une légende. Un fils du Népal qui a marché dans le ciel. Les enfants le regardent en ce avec émerveillement. Les anciens l'écoutent avec respect. Il raconte peu. Il parle du vent, de la neige, de l'effort. Il dit que la montagne les a laissés passer. Il dit que la gratitude doit être plus grande que la fierté. Hilary, lui, retourne un temps en Nouvelle-Zélande. Il retrouve sa maison, ses abeilles, sa famille. Il est invité partout. On lui propose des conférences, des décorations, des hommages. Il accepte quelques-uns, refuse les plus tapageurs. Il n'aime pas l'excès. Il reste un homme simple, silencieux. Il répond aux journalistes, mais sans emphase. Il raconte les faits, pas les émotions. Il laisse les autres broder. Très vite, il retourne dans l'Himalaya, pas pour grimper, pour aider. Il crée une fondation. Il collecte des fonds. Il construit des écoles, des ponts, des dispensaires pour les peuples des Hautes-Vallées. Il veut rendre à cette région ce qu'elle lui a offert. Il veut que les enfants de Sherpa puissent apprendre, lire, écrire, qu'ils aient le choix, qu'ils ne soient pas seulement porteurs. Tenzing fait de même. Il fonde une école d'alpinisme. Il forme des jeunes, leur transmet son savoir. Il insiste sur l'humilité, sur la patience, sur l'écoute de la montagne. Il dit « Il ne suffit pas de grimper, il faut savoir pourquoi on grimpe. » Ensemble, ils incarnent une autre forme de grandeur, pas celle des statues, celle du service, de la discrétion, de la transmission. Ils se retrouvent parfois lors de cérémonies, de rencontres. Ils se saluent, échangent quelques mots. Le lien est là, invisible, mais indestructible. Ils ont partagé quelque chose que nul autre ne peut comprendre. Et puis les années passent. Le monde change. L'Himalaya devient une destination. L'Everest, un défi touristique. Les cordées se multiplient. Les camps se remplissent. Les sommets se banalisent, mais leur nom à eux reste gravé, non pas pour avoir été les plus forts, mais pour avoir été les premiers, pour avoir été dignes, pour avoir rendu ce sommet un peu plus humain. Edmund Hillary continue ses actions humanitaires jusqu'à la fin de sa vie. Il ne cherche jamais à s'enrichir. Il parle toujours avec la même voix calme. Il répète souvent « Le sommet n'était qu'un début ». Tenzing, lui, vit entouré des siens. Il marche encore, moins vite. Il sourit. Il raconte à ses petits-enfants l'histoire d'un matin où le monde était à leurs pieds. Mais il ajoute toujours « C'est la montagne qui a choisi de nous laisser monter. Ce n'était pas une victoire, c'était une grâce. Et quand enfin la vieillesse les gagne, chacun de leur côté, dans leur pays, dans leur langue, ils ferment les yeux parfois en se souvenant du froid, du ciel, du pas lent sur la neige. De l'autre, juste là, à portée de voix, le monde les a célébrés. Mais eux n'ont jamais changé. Ils sont restés des marcheurs, des hommes debout face au vent, des âmes tranquilles qui avaient compris que le vrai sommet, c'est peut-être de savoir redescendre, tranquillement, sans bruit, en paix. Quand les grands exploits sont terminés, quand les applaudissements s'éteignent et que les projecteurs se détournent, il reste le silence. Ce silence profond, vibrant, lourd parfois, doux souvent, que seuls ceux qui ont frôlé l'invisible savent vraiment écouter. Après le sommet, après l'Everest, il y eut ce silence. Ni Hilary ni Tenzing ne l'ont fui. Au contraire, ils l'ont accueilli, car ce n'était pas la fin de leur histoire, mais le début d'une autre, celle qu'on ne raconte pas toujours, celle qu'on ne voit pas sur les photos, celle qu'on n'imprime pas dans les livres scolaires.
celle qui se tisse dans les gestes simples, dans les engagements invisibles, dans les pas qu'on continue de faire loin du regard du monde. Edmund Hillary est rentré chez lui, en Nouvelle-Zélande. Il a retrouvé les montagnes vertes, les rivières fraîches, les chemins qu'il connaissait depuis l'enfance. On l'a accueilli en héros, des foules, des journaux, des honneurs. Mais il est resté calme, discret. Il disait « J'ai eu de la chance ». Il ne prétendait pas être le meilleur, ni même le plus courageux. Il racontait l'expédition sans emphase, comme s'il parlait d'une longue marche entre amis. Pourtant, au fond de lui, quelque chose avait changé. Il savait qu'on ne revient jamais tout à fait pareil d'une montagne comme celle-là. Il savait que la vraie ascension commençait maintenant. Dans les années qui suivirent, il se tourna vers ceux qui l'avaient porté jusqu'au sommet. Non pas ses compagnons britanniques, mais les Sherpas, ceux qui, sans être célèbres, avaient gravé les chemins, monté les camps, porté les charges, partagé les tempêtes. Il savait ce qu'il leur devait. Alors il s'engagea, pas avec des discours, avec des actes. Il fonda la Himalayan Trust, une organisation dédiée au développement des villages du Khumbu. Il construisit des écoles, des hôpitaux, des ponts suspendus au-dessus des torrents glacés. Il fit venir du matériel, des enseignants, des médecins. Il parcourut les vallées pour comprendre les besoins, pas en patron, en frère. Il écoutait, il demandait, il apprenait, il disait souvent « J'ai gravi l'Everest pour moi, je baptise ici pour les autres ». Pendant ce temps, Tenzing Norgay marchait dans les rues de Katmandou, acclamé comme une légende. Lui, le fils des montagnes, était devenu une icône, mais il n'aimait pas trop ça. Il souriait, bien sûr. Il serrait des mains, il posait pour les photographes, mais ce qu'il voulait, c'était transmettre. Alors lui aussi fonda une école, pas une école pour lire et écrire, une école pour grimper, pour marcher dans les pas des anciens, pour enseigner aux jeunes Sherpas non seulement à manier une corde, mais à lire le ciel, à écouter le vent, à respecter la montagne. Il répétait sans cesse « On ne conquiert pas un sommet, on demande la permission d'y passer ». Il n'avait pas besoin de discours pour enseigner. Il montrait, il marchait, il respirait la montagne, dans sa façon d'écouter un élève, dans sa patience devant les maladresses. Il y avait toute la sagesse des hauteurs. Tenzing, comme Hillary, avait compris que l'ascension du sommet n'était que le début. Ils auraient pu vivre de leur exploit, écrire, donner des conférences, accumuler les récompenses. Mais ils choisirent une autre voie, celle du service, celle de la transmission, celle du silence. Chaque année, Hillary retournait dans le Khumbu. Il dormait dans les mêmes maisons, marchait avec les mêmes guides, mangeait le même riz. Il n'était pas une vedette, il était un voisin, un ami. On le reconnaissait bien sûr, on le respectait. Mais ce respect n'avait rien de cérémoniel. Il venait du cœur, car on voyait ce qu'il faisait. On voyait les enfants aller à l'école, les femmes accoucher dans un dispensaire propre, les anciens traverser la rivière sur un pont solide. Tout cela, c'était son œuvre. Mais il ne disait jamais « mon projet », il disait « notre village ». Et quand il parlait du sommet, il baissait la voix. Il disait « Ce jour-là, j'ai compris que rien ne valait un retour ». Tenzing, lui, marchait encore malgré l'âge, malgré les douleurs. Il visitait les camps, donnait des conseils, racontait des histoires. Il parlait du vent, de la neige, des rêves. Il disait à ses élèves « Vous ne portez pas que des sacs. Vous portez l'histoire, soyez dignes. » Il leur montrait comment poser un pied, comment attendre. Comment écouter le silence? Car dans le silence, disait-il, la montagne vous parle. Il vivait dans une maison simple, décorée de drapeaux de prière, de photos fanées, de lettres venues du monde entier.
Il répondait parfois, pas toujours. Il disait que certains mots sont trop légers pour dire ce qu'il ressentait. Le monde continuait de tourner. De nouveaux grimpeurs se lançaient. Les records tombaient. Les caméras montaient au sommet. L'Everest devenait un nom de marque. Mais eux restaient là, calmes, ancrés, à l'écart du bruit. Ils savaient que ce qui compte n'est pas combien de fois on monte, mais comment on redescend, et ce qu'on laisse derrière soi. Quand Hilary perdit sa femme et sa fille dans un accident d'avion, il fut brisé. Mais il ne se coupa pas du monde. Il revint au Népal. Il planta des arbres. Il resta des semaines à marcher, à se taire, à prier sans mots. Le Khumbu le consola. Les enfants lui prirent la main. Les anciens lui chantèrent des prières. Il dit un jour que c'était la seule terre qui l'avait tenu debout. Tenzing, lui, perdit peu à peu l'usage de ses jambes. Il ne pouvait plus grimper, mais il continuait d'enseigner, depuis une chaise, depuis un regard, depuis un silence. Les jeunes venaient le voir. Lui parlait, écartait les rideaux de sa maison pour lui montrer leurs piolets, leurs sacs. Il les bénissait d'un sourire, et parfois il fermait les yeux, et l'on devinait qu'il était reparti là-haut, sur l'arête, au bord du ciel. Quand ils moururent, chacun à leur tour, le monde rendit hommage. Des cérémonies, des discours, des statues, des articles. Mais dans les vallées du Népal, les gens pleurèrent autrement, en marchant plus lentement, en allumant une lampe à huile, en regardant longtemps les cimes, car ils savaient que ces deux-là n'étaient pas partis, pas vraiment, qu'ils étaient là, dans le souffle du vent, dans la lumière de l'aube, dans le pas d'un enfant qui grimpe. Aujourd'hui encore, des grimpeurs posent le pied sur le toit du monde. Ils y vont pour toutes sortes de raisons, mais certains au sommet ferment les yeux, et dans le tumulte de leurs pensées, ils sentent quelque chose, un calme, une paix, une présence, celle d'Hilary, celle de Tenzing. Deux hommes qui ont prouvé que le vrai sommet, ce n'est pas de dominer, c'est d'unir. Ce n'est pas de se montrer, c'est de servir. Ce n'est pas de se souvenir, c'est de continuer. Ce soir, alors que tu es allongé, que tes pensées ralentissent, que tes paupières deviennent lourdes, laisse-toi porter par leur histoire. Une histoire vraie, douce, ancienne. Une histoire de cordes tendues, de mains tendues, de cœurs tendus vers l'autre. Une histoire qui ne fait pas de bruit, mais qui reste, comme une empreinte dans la neige, comme un silence dans le vent, comme un souffle dans la nuit. Si cette histoire vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Conteur. À bientôt pour de nouvelles histoires.